1738 kilomètres sous terre. Nous avons oublié toute trace du passé. Cela fait 4 ans que nous sommes dans ce bunker. Jour 1. Théo s'était assis à un bureau, avait fait un rapport de la journée. Il s'était assis, avait ouvert son PC, regardait la fenêtre virtuelle qui donnait vers l'extérieur par rapport à une caméra incrustée à l'extérieur du bunker, au-dessus, à 1738 km au-dessus. Sur les parois du bunker, une caméra était incrustée, donnait vue à un plan panoramique sur un écran virtuel qui pouvait montrer l'extérieur. C'était le premier jour après 4 ans. Le premier jour après 4 ans, à 1738 km sous terre, Théo était parti après avoir fait son journal de bord. Il referma son PC, éteignit la base des données, retira la clé USB et rangea la clé USB dans un tiroir sur le côté. C'est alors qu'il partit dans le couloir, ouvrit le premier sas. Tout en marchant dans le couloir, il regardait autour de lui. Il sentait la terre vibrer, il entendait les roches, la terre, les racines des arbres pousser. Autour de lui, il n'y avait que de la lumière synthétique, blanche. Il y avait des parois de fer et des couloirs qui derrière lui se refermaient avec un sas. Il marchait à l'intérieur de la Terre, à 1738 km sous terre. C'est alors qu'il s'était arrêté, face à un sas, une porte, sur laquelle il était écrit « salle de sport ». Cette porte sur laquelle il était écrit « salle de sport », il s'était arrêté devant. Il s'était mis sur le bas-côté, avait retiré son t-shirt et avait tout simplement mis un boxer. Il avait mis un boxer, avait retiré son jeans, avait mis des baskets, avec un t-shirt noir qu'il portait, celui qu'il avait en dessous de sa combinaison, son jeans qu'il avait retiré, son boxer et ses baskets. Il s'est mis sur le bas-côté, il prit les baskets qu'il avait choisies, des noirs, des chaussures montantes, des Vans. Il fit les lacets. Il se releva, il s'appuya contre par terre, et tout en se relevant, en s'appuyant contre le parterre, en s'appuyant contre les murs, ils commencèrent à avancer. C'est en boxeur, avec ses baskets, en boxeur, avec son t-shirt noir qu'il y avait sous sa combinaison, qu'il avança jusqu'à la salle de sport. Une nouvelle fois, en ouvrant le sas de la salle de sport, il s'était mis contre parterre. Il s'était appuyé contre les murs, et en se mettant contre le parterre, contre la salle de sport, il se releva, il prit son MP3 qu'il mit dans sa poche. Il brancha le câble auxiliaire, et ensuite, avec sa main gauche, avec sa main droite, il mit une oreillette. Il mit une oreillette dans l'oreille gauche, une deuxième dans l'oreille droite, et c'est alors qu'il prit son MP3. Il regarda les musiques, en sélectionna une, se mit alors sur le tapis roulant, sélectionna une vitesse, un temps, une durée, et commençait à courir. Et il commençait à courir, et devant lui, il sélectionna un personnage qui pouvait lui ressembler. Il regarda alors dans les personnages, dans la sélection qu'il y avait. Il prit un homme habillé en noir, vêtu d'une combinaison de protection. Il le mit dans son viseur. Son viseur qu'il y avait en face de lui était un faux écran, fait de verre, à l'intérieur duquel on pouvait apercevoir une vue qu'il avait choisie. Ce pouvait être une route, ce pouvait être la forêt,
Ce pouvait être l'extérieur du bunker. Ce pouvait être un souvenir primitif qu'il avait oublié. Il choisit alors la forêt de Beacon Hills. Il vit alors cet homme en combinaison noire qui était censé le représenter. Pendant X temps, le temps qu'il allait courir, cet homme en combinaison noire courait dans la forêt, tout comme lui courait sur le tapis roulant. Pendant X temps, il était en train de courir. Dans le couloir opposé à la salle de sport, là où Théo était en train de courir et d'écouter la musique, immergé dans son monde, regardant des souvenirs primitifs de Beacon Hills, de la forêt de Beacon Hills, il courait et regardait cet homme qui courait à sa place. De l'autre côté, dans le couloir, Liam, lui, était à l'évier, dans la cuisine. Il était à l'évier. Il vit dans l'évier une casserole sale, un couteau, le tout immergé dans l'eau. Dans l'évier, il récupéra le couteau, qu'il se mit à laver, ensuite à aiguiser. Il le mit sur le couteau et le posa par terre. Il le posa par terre et ensuite se fit autour des canettes qu'ils avaient laissées sur le côté. Une canette de Dr Pepper, une canette de Coca-Cola, une canette de Coca-Cola Light, une canette de Coca-Cola Lemon, un Dr Pepper Cherry à la cerise, à la cannelle, un Dr Pepper Zero et un second Coca-Cola, simple. Il rangea les canettes, il sortit le couteau qu'il avait lavé, il le rangea dans un des tiroirs et rejoigna une nouvelle fois Théo à la salle de sport. C'était le premier jour. Il le rejoigna à la salle de sport, sélectionna un endroit, tout comme Théo, après avoir regardé son écran, il sélectionna la forêt, prit un personnage qui ressemblait à celui de Théo, en combinaison blanche. Il prit un personnage, il se mit à côté de Théo, prit ses oreillettes, qu'il mit à gauche et à droite, sélectionna une musique, et tous les deux se mit à courir sur des tapis roulants. C'était le premier jour. Il fallait se réadapter à la terre, car, immergé pendant si longtemps, sous terre, on finit par oublier la notion du temps. On finit par oublier la notion du temps. Alors certaines choses sont fatales, sont fatidiques. Certaines choses sont fatidiques, sont primordiales pour pouvoir se rappeler que nous sommes toujours en guerre. Quand nous sommes dans un bunker, enfermés pendant si longtemps, à 1738 km sous terre, on oublie la notion du temps. Certaines choses peuvent nous être fatales, certaines choses sont fatales et fatidiques, d'autres nous sont primordiales. Certaines choses qui nous sont primordiales, comme par exemple courir, pour ne pas oublier la notion du temps, avoir une image de l'extérieur, pour ne pas oublier qu'il y a un extérieur, qu'il y a un autre monde au-dessus de nous, à 1738 km au-dessus de nous. Il y a un monde qu'on a connu, qu'on ne connaît plus, mais grâce à une caméra à l'extérieur, sur les murs du bunker, on peut reconnaître ce monde, on peut le filmer et on peut l'avoir devant nous. Ce jour-là, Théo était en train de courir, tout comme Liam qui à côté de lui courait, lui aussi. Il courait lui aussi, tous les deux immergés dans leur monde, immergés dans leur musique, avec leurs oreillettes, en boxeur noir et en basket. Ils couraient tous les deux, et soudainement, sur les caméras de l'extérieur, qui filmaient en panorama, un plan direct de ce qu'il y avait à l'extérieur, apparut Allison avec son arche, poursuivi par un loup. Poursuivi par un loup noir, apparut à l'image Allison, qui, elle, était en train de tirer des flèches, de se cacher derrière un arbre, de trouver une cachette, derrière un arbre qui était totalement grillé, de la cime jusqu'aux racines, jusqu'au plus profond de la terre. Cet arbre qui était grillé, qui était cramé, qui était calciné, qui était noir, qui était mort, sur lequel il n'y avait plus aucune vie,
calcinée de la cime jusqu'aux racines, au plus profond de la terre. Elle se cacha entre l'arbre, qui était fissuré en 2 parties. Elle se cacha entre l'arbre et entre les racines. Dans la terre, dans la poussière et dans l'humidité, elle avait attendu avec son arc. Elle avait attendu avec son arche. Avant de ressortir et de poursuivre ce loup, elle se mettait à le chasser. Soudainement, on vit apparaître derrière Chris avec une arme. On le vit apparaître avec une arme à la main, pour chasser le loup, qui lui avait les yeux bleus. Théo put remarquer sur l'image, en zoomant avec les mains, sur l'écran tactile, qu'il s'agissait d'un loup avec les yeux bleus, bel et bien d'un loup qui avait tué quelqu'un. Il s'agissait bel et bien d'un loup qui avait tué quelqu'un, mais personne ne savait qui il était, ce qu'il voulait, qui il avait tué, si c'était un alpha, un oméga ou un bêta. Personne ne le savait. Personne ne le savait, ni même Théo, ni même Liam. Avant de réagir et de passer à l'attaque, de trouver un moyen d'inviter ce loup à rentrer dans le bunker, avant de trouver un moyen, avant de partir, de se rendre compte que cette personne était bel et bien Derek. Derek qui était poursuivi par les Argent, qui était poursuivi par Chris, qui était poursuivi par Allison, qui était poursuivi par Chris, qui lui-même portait un arc. Il portait un arc accroché à son dos. Il portait une arme accrochée à sa ceinture. Il tenait une arme en main. Et avec le viseur, avec le pointeur et avec le canon du flingue qu'il tenait en main, le fusil plus exactement, qu'il tenait en main, ils commencèrent à tirer. On put voir les impacts des armes, on put voir les impacts des balles, on put voir la lumière réfléchissante à travers chaque impact lorsqu'il tirait une balle. On put la remarquer, on put voir qu'il commençait à tirer. À l'extérieur, c'était la guerre, mais nous, à 1738 km sous terre, nous n'entendions rien, nous ne voyions rien. Nous ne pouvions voir que ce qui se passait à l'extérieur grâce aux caméras externes. Sur des images brièves, on pouvait voir Allison se cacher, essayant pertinemment de ne pas réagir, de ne pas tirer sur Derek, pour sa simple et son plus humble protection. Pour son plus humble protection, essayant de ne pas réagir, Allison s'était cachée, essayant de simuler le fait qu'elle était partie, de la forêt. Essayant de simuler le fait qu'elle était partie de la forêt. Elle arrêta de tirer, elle se cacha avec son arme, entre les racines d'un arbre, qui était calciné par la foudre, du haut jusqu'au plus profond des racines. Les loups commencèrent à hurler à la lune. Derek était parti. Chris, lui, poursuivait sa cible, comme si sa cible, qui continuellement était en mouvement, dans la forêt, à travers l'obscurité, à travers les ombres des arbres, à travers les troncs, les arbres et la forêt, les racines qui s'entremêlaient, les branches qui craquaient, qui se percutaient les unes contre les autres, ce bruit incessant qu'elle continuait à faire, son arc qu'elle tenait contre elle. Allison était cachée dans un arbre, avait fait semblant d'avoir foutu le camp. Chris, lui, continuait à tirer. Kate, derrière lui, était en train d'arriver avec un fusil à plomb. Chargée, telle une tueuse de masse, elle pointa le canon et commença à tirer. Regarda dans le viseur, sur le pointeur, avec le canon, elle rechargea. Une balle tomba par terre. Un coup de feu avait été lancé. Un impact de balle avait été vu sur les caméras de surveillance. On put voir un éclat de feu, aussi luminescente qu'une lumière. On put apercevoir qu'il venait de tirer. Derek avait essayé de s'enfuir, avait essayé de partir. Il avait essayé de partir, il s'était caché derrière un arbre, était parti au plus profond de la forêt, dans l'endroit qu'on appelle les ombres. Cet endroit qu'on appelle les ombres est un endroit sombre, dans lequel on peut remarquer que la forêt s'enfonce de plus en plus, dans lesquels les arbres sont pratiquement invisibles. Les arbres, on ne peut plus les voir, on ne peut plus les remarquer. Cet endroit de la forêt est tellement sombre qu'on l'a appelé les ombres. C'est un endroit dans lequel les arbres, la forêt elle-même devient invisible.
On se rend compte qu'on est enfoncé dans un trou noir, qu'on s'enfonce de plus en plus. De plus en plus, on s'enfonce dans un trou noir. On remarque que les arbres n'existent plus, que les branches ne font plus de bruit, que le vent n'existe plus, que le souffle du vent on ne l'entend plus, qu'il n'y a plus rien, juste les ombres, l'obscurité. C'est le plus profond de la forêt, c'est là qu'on s'enfonce et qu'il n'y a plus de retour en arrière. Derek s'était enfoncé dans le plus profond de la forêt, dans les ombres. N'était plus revenu, mais avait trouvé un moyen de trouver le bunker. On lui avait ouvert la porte, il était arrivé, et peu de temps après, il est arrivé dans le bunker. Il s'est effondré devant nous, devant la porte. On l'a pris par les jambes et par les bras. Juste devant nous, métamorphosé en loup. Il était tellement fatigué, il perdait tellement de sang. Il avait fait une commotion et une hémorragie. Il avait eu encore la capacité de courir jusqu'à chez nous, jusqu'à notre bunker. Le premier jour, il avait eu la capacité de courir jusqu'à chez nous, jusqu'au bunker. On a ouvert les portes, et juste à temps, il était rentré à l'intérieur. On a remarqué sur les radios, lorsqu'on l'a fait passer dans un scanner, on a remarqué sur les radios qu'il avait une commotion, que c'était pour ça qu'il ne se réveillait pas. Il était brûlé au premier degré et au deuxième degré sur le côté. Il avait une balle dans le thorax. Il saignait abondamment. On pouvait voir qu'il saignait abondamment, que cette balle qu'on lui avait retirée avait causé des traces de sang sur tout son pelage noir. On ne pouvait les apercevoir, mais ça avait causé des traces de sang sur tout son pelage. On l'avait alors amené directement à l'infirmerie. On lui a retiré la balle. On a recousu l'impact. L'impact qu'il avait dans son pelage. On a recousu l'impact, le trou, la lacération, ce qui avait percé sa peau, sa chair, ses muscles, ce qui avait percé son tissu musculaire, sa chair, ce qui avait percé sa peau, ce qui avait percé son thorax. On l'avait recousu. On avait essayé de le remettre sur pied, mais il a fallu 3 jours pour qu'il se remette sur pied, pour qu'il puisse enfin remarcher correctement. Pendant 2 jours, il a commencé à boiter. On l'avait enfermé dans une cage pour son bien. Il nous a regardés. Pendant 2 jours, il n'a pas parlé. Il ne s'est pas métamorphosé. Pendant 2 jours, il ne s'est pas métamorphosé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit un mot. Il est resté accroupi par terre. Il a regardé. On pouvait voir qu'il dessinait des symboles par terre avec la poussière qu'il y avait dans la cage. Le 3e jour, il a commencé à se métamorphoser. Il n'a pas hurlé une seule fois. On l'a regardé. On a pu remarquer que les traces de sang avaient disparu sur son pelage. On l'a donc tout de suite réamené en infirmerie. On l'a nettoyé. On l'a passé sous la douche. On l'a passé sous la douche. On l'a nettoyé. Il n'avait pas la force de le faire seul. On l'a donc aidé. On l'a amené chez Deaton, qui lui-même avait été invité dans le bunker. Il avait remarqué des traces d'aconite dans son pelage. Il avait remarqué des traces d'aconite dans son pelage, dont une trace légère sur le pelage du dessus, le pelage de son dos. Il avait remarqué que sur le pelage de son dos, sur son buste et sur ses jambes, il y avait des traces d'aconite. C'était pour ça qu'il avait boité pendant tellement de jours, qu'il n'arrivait pas à marcher, et que tellement apeuré, si effrayé et si angoissé, lorsqu'il a passé la porte le premier jour, qu'il était métamorphosé en loup, juste devant nous, par la peur, par l'effroi, par l'angoisse, il s'est métamorphosé, est redevenu Derek, et devant nous, on pouvait voir qu'il saignait à l'abdomen. Il avait du sang sur lui, et des traces de pollen jaune qui parcouraient ses bras. C'était bel et bien de l'aconite, lorsque nous l'avons mis sur la table en fer de Deaton, qui a commencé à l'examiner. Il a commencé à l'examiner de A à Z, d'un point A à un point B, d'un point premier à un point dernier. Il a commencé à l'examiner, à remarquer que c'était bel et bien de l'aconite. Derek était remis sur pied. Après 4-5 jours, une semaine, il a commencé à faire du tapis roulant. À nous 3, on a commencé à démarrer une nouvelle vie. De quelque façon que ce soit,
on allait participer à la guerre.